Lendix, Linkso, Yomoni, Payname sont des exemples de ce qu'on appelle des fintech, contraction de finance et technologie. Mais qu'est-ce qu'une fintech? Son principe est simple, symbole d'agilité et de modernité. Ces services facilitent les échanges financiers entre individus ou entreprises, sans passer par les institutions bancaires traditionnelles, tout cela grâce à une révolution numérique présente aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Conscientes des changements structurels qui sont en jeu, pour éviter l'effet Kodak, les banques historiques doivent se réinventer afin de rivaliser avec ces jeunes pousses, autant innovantes que disruptives. D'autres acteurs, les opérateurs de télécommunications, ainsi que les grandes multinationales du numérique, les GAFA, développent leurs propres moyens de paiement. On les appelle les néobanques. Pour répondre à ces questions, nous aurons le plaisir d'écouter Nathalie Baudemoulin. Depuis juin 2016, vous êtes coordinatrice du pôle FinTech Innovation de l'ACPR, donc de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Résolution, oui, pardon. Monsieur Olivier Goua, vous êtes le fondateur et président du directoire de Lendix. Donc Lendix, c'est la plateforme numéro 1 de prêt aux PME en France et en Europe. Vous en êtes aujourd'hui le président du conseil de surveillance ainsi que vice-président de l'association France FinTech. Et monsieur Sébastien Raspillier, sous-directeur à la Direction générale du Trésor, vous êtes aujourd'hui en charge du financement des entreprises et des marchés financiers. Vous participez à ce titre à l'élaboration de la législation et de la réglementation touchant aux droits financiers. Merci Guillaume. Effectivement, quand on entend le mot FinTech, on pense spontanément à la banque 2.0, le 100% mobile, la fin des lourdeurs du système financier et peut-être aussi la fin des agences bancaires et du conseiller à la papa. Qu'est-ce qu'une FinTech exactement? Peut-être que Olivier Goua, avec votre expérience, vous pouvez nous donner votre définition et nous parler un peu de votre entreprise. Alors oui, effectivement, la FinTech n'est pas forcément simple à définir parce qu'elle a plein de formes, mais globalement, le point commun de toutes les entreprises qui œuvrent dans la FinTech, c'est d'utiliser la technologie pour transformer l'usage de la finance. C'est pour ça que c'est cette contraction entre finance et technologie. Des FinTech, il y en a dans plein de domaines. Il y en a dans le paiement, il y en a effectivement, vous l'avez mentionné, dans la banque, dans la tenue du compte au quotidien, il y en a dans la gestion de patrimoine, il y en a dans le prêt aux PME, il y en a dans le prêt à la consommation. Voilà, donc ça touche toutes les composantes de la finance. Nous-mêmes, donc Lendix, donc Olivier Gomme, je suis le fondateur d'une société qui est ce qu'on appelle une plateforme de prêt, donc qui permet à des particuliers et des investisseurs institutionnels de venir sur Lendix et grâce à nous de prêter en direct de l'argent à des entreprises. Dit comme ça paraît assez simple, mais il faut savoir que notre métier, tout simplement, c'est un métier qui était interdit jusqu'à il y a à peu près 3 ans en arrière, avant qu'une nouvelle réglementation ouvre une brèche dans le monopole bancaire. Et je pense que vous allez le comprendre au cours de la table ronde. Il y a beaucoup des métiers de la FinTech, ils existent parce qu'il y a de la technologie qui permet de le faire, mais ils existent aussi beaucoup parce qu'il y a une réglementation qui permet de le faire. Donc, si on voulait appeler ça de manière plus précise, on devrait appeler ça peut-être FinRegTech, finance, réglementation et technologie. Ce serait moins sympathique comme mot, mais c'est quand même la réalité de notre métier, c'est qu'il faut qu'on maîtrise 3 choses quand on fait de la FinTech. C'est de la technologie, c'est clé, la finance, parce que quand même on peut pas mettre par terre toutes les règles, on y reviendra, et puis la réglementation, et surtout une réglementation qui change en permanence, et je crois qu'on aura 2 bons représentants du réglementaire ce soir. Donc votre entreprise est toute jeune? Notre entreprise est forcément toute jeune. Notre entreprise, comme toutes les entreprises qui font notre métier, elle date grosso modo d'il y a 3 ans en arrière, d'octobre 2014 précisément, qui est la date de parution du décret qui nous a permis d'exister. Et concrètement, donc vous prêtez à des entreprises, c'est des gros montants, comment ça se passe? Vous avez beaucoup de clients déjà? Alors concrètement, on prête à des entreprises des montants qui vont de 30 000 euros à 5 millions d'euros. Ce sont des entreprises qui ont besoin de faire des prêts pour se développer. Ça peut être des prêts court terme, 3 mois, jusqu'à des prêts long terme, plus long, donc 7 ans. Et en face, il y a des particuliers qui viennent prêter avec leur smartphone à partir de 20 euros et maximum 2 000 euros par prêt. C'est la loi qui a mis un cap pour les investisseurs particuliers. Et puis également des investisseurs institutionnels. Donc vous pouvez retrouver BPI, Groupama, la Banque européenne d'investissement qui sont également prêteurs sur Lendix. Et je crois que vous vous développez en France, mais aussi déjà à l'étranger. Exactement. Alors, pourquoi en France, mais également à l'étranger pour une entreprise aussi jeune? Tout simplement parce que ce cadre réglementaire
La France, on est à la fois en retard et en avance. On est en retard si on se compare à des pays comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, qui sont partis sur ces métiers-là bien avant nous. Mais on a été précurseurs, en revanche, en Europe continentale. Le cadre réglementaire français a été un des premiers à être mis en place en Europe continentale. Et il a ensuite inspiré d'autres pays. Il a inspiré l'Espagne, par exemple, qui s'est doté d'une loi assez similaire à la nôtre. Donc très vite, on est allé s'installer nous-mêmes à Madrid. On reviendra sur le plan réglementaire, les difficultés que ça implique. On a aussi allé très vite s'installer en Italie. On a ouvert un bureau à Milan. Et on vient d'annoncer tout récemment qu'on ouvrait un bureau à Amsterdam et un autre à Francfort en Allemagne. Donc on espère, avant la fin de l'année 2018, être pleinement opérationnel sur 5 pays. La monnaie unique, c'est quelque chose de formidable alors Alors précisément, vous avez remarqué que je ne citais que des pays de la zone euro, volontairement, parce que ça permet, vous savez, quand vous montez une société comme l'indique, c'est une plateforme de prêt. Une plateforme de prêt, c'est comme quand vous montez Le Bon Coin, eBay ou quoi que ce soit, vous avez un problème classique, un problème de pool et d'œuf. C'est-à-dire que le premier jour, le jour où vous ouvrez le site, vous mettez votre premier emprunteur sur la plateforme. Dans notre cas, c'était Alain Ducasse Entreprise, qui était notre premier emprunteur. Et la première grande question que vous posez, c'est mais qui va le financer ? Et donc, nous, on a résolu ce problème. Et la grande chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va mettre le premier dossier, par exemple, hollandais sur la plateforme. On sait qu'il va être financé parce qu'on aura des particuliers qui viendront de différents pays qui le financeront, mais également des institutionnels. Donc, c'est pour ça qu'on reste dans la zone euro, parce que ce serait très compliqué d'attirer des particuliers qui ne sont pas dans leur monnaie. Et donc, vous avez déjà prêté à combien de clients? Vous avez donc 2-3 ans et vous avez déjà prêté à combien de clients? Alors aujourd'hui, on a prêté à 400 entreprises. Il y a 30 000 prêteurs inscrits sur la plateforme. Il y en a 11 000 actifs et on a prêté 165 millions d'euros à des entreprises avec un prêt moyen qui est de l'ordre de 400 000 euros. Merci beaucoup. Et ce monde des fintech, est-ce que c'est un monde qu'on contrôle bien? Parce que on a le sentiment, c'est tout jeune, mais est-ce qu'il y a beaucoup de fintech qui se créent? Comment ça se passe au niveau du contrôle de ces entreprises? Alors, donc les fintech, pour nous, si on prend une définition assez restreinte, c'est les acteurs qui exercent avec la technologie une activité financière donc soumise à la réglementation. Donc chez nous, en fait, à l'autorité de contrôle des banques et des assurances, la CPR, on peut prendre cette définition restreinte parce que ça correspond à notre périmètre d'activité de contrôle et aussi au périmètre de l'autorité des marchés financiers. Donc concrètement, en fait, ça va regrouper les fintechs qui font des activités de paiement, comme des cagnottes ou des néobanques, ou qui vont proposer des services de paiement simplifiés, fluides sur portable, comme Lydia. On va avoir des fintechs qui font des activités plutôt dans le métier du titre, dans les métiers, par exemple, du conseil en investissement, ou qui vont vous proposer en fait un investissement en assurance vie. Donc là, elles sont contrôlées à la fois par nous et par l'autorité des marchés financiers. Il y a quelques acteurs qui vont faire des activités de crédit pur. Enfin, il y en a une grosse fintech française qui fait de l'activité de crédit pur avec un statut d'établissement de crédit qu'on va contrôler. Il y en a une qui fait de l'assurance, par exemple. Et puis après, vous avez des plateformes qui font des activités d'intermédiaires. C'est les activités de crowdfunding, par exemple. Les plateformes, elles vont pas avoir un bilan dans lequel elles vont avoir du risque de crédit. Elles mettent en relation, et c'est une activité très importante, parce qu'il faut vraiment sécuriser cette mise en relation par des informations appropriées, les prêteurs et puis les emprunteurs. Donc là, on va les contrôler justement sur ces informations, ces pratiques commerciales. Donc, on a vraiment, avec cette définition des fintech qui exercent une activité financière régulée, couvert l'ensemble des statuts qui existent en France et en Europe. Et nous, on exerce un contrôle qui va être proportionné. Par exemple, si une fintech a un statut d'établissement de crédit, c'est-à-dire qu'elle va porter du risque de crédit à son bilan, elle prête sur ses fonds propres ou les fonds collectés auprès de la clientèle, il y a un risque important. Donc, on va protéger les dépôts et on va s'assurer que les crédits sont bien calibrés, provisionnés, etc. On va avoir des règles importantes qui vont faire que l'établissement de crédit va mettre des fonds propres en regard des risques qu'il prend pour que ces fonds propres soient touchés plutôt que les dépôts de la clientèle, par exemple. Donc là, on va être dans quelque chose d'assez consistant en termes de réglementation et on va, nous, avoir, avec nos équipes de contrôle, un contrôle qui est assez permanent. Donc on a des gens qui monitorent en permanence la situation des établissements de crédit. Et vous avez donné déjà combien d'agréments? Alors, ça, c'est juste pour les établissements de crédit. Après, sur les plateformes qui font de l'intermédiation, qui portent pas le risque elles-mêmes, on va plutôt avoir un contrôle sur les pratiques commerciales et la lutte anti-blanchiment. Alors, globalement, les chiffres, on va dire, on a à peu près 80 acteurs du paiement en France.
La moitié font l'objet d'un agrément, l'autre moitié fait l'objet d'une exemption d'agrément. On va dire peut-être 150 plateformes de crowdfunding qu'on contrôle sur les pratiques commerciales. Et après, on peut dire entre 30, 40 conseils en investissement qui font aussi des conseils en investissement d'assurance vie. Donc, mais voilà. c'est un marché sur lequel il se crée des acteurs régulièrement ou c'est déjà très saturé, très encombré? Le marché financier français, avec les grands acteurs, par exemple dans la banque, est un marché qu'on dit qui est mature. Oui. Donc, il y a de la place, mais elle n'est pas extrêmement large. Il y a de la place pour des activités de niche ou pour des clientèles qui sont pas forcément très bien servies par les banques traditionnelles, des TPE, des très petites entreprises par exemple, ou qui sont servies d'une manière qui va pas être moderne, pas assez fluide, etc. Et c'est là que les fintechs vont pouvoir se créer. Et donc aujourd'hui, on a à la faveur, c'est ce qu'a dit Olivier Goy, par exemple de nouveaux textes réglementaires. Par exemple, on a une directive très importante qui est rentrée en vigueur en janvier cette année, la seconde directive sur les services de paiement, qui a permis, si vous voulez, de faire entrer dans la réglementation des nouveaux acteurs du paiement. Ceux qui proposent d'agréger les informations sur vos comptes bancaires et de faire des virements, d'initier des virements entre les comptes bancaires, typiquement Bankin, Linkso. Donc là, par exemple, on est dans un processus d'agrément de ces nouveaux acteurs. On a été les premiers en Europe à agréer un nouvel acteur sous ce cadre, Bankin, on a agréé Linkso, et on a un certain nombre de dossiers dans les tuyaux. D'accord. Et sur la régulation, Sébastien Aspiller, est-ce qu'il y a dans le domaine des fintechs, comme souvent en France, le principe de précaution, on les régule énormément pour pas que, par crainte de la nouveauté. Comment ça se passe à ce niveau-là? Non, le métier de la régulation dans le domaine financier est sans doute un des secteurs, sinon le secteur le plus régulé. Ce n'est pas propre à la France, c'est au niveau européen, au niveau international, avec deux types d'enjeux. Le premier est évidemment de préserver la stabilité financière, on l'a vu pendant la crise. Pour mémoire, la France est un des rares pays où le contribuable n'a pas payé pour la crise, et on voit dans les autres pays que ça peut provoquer des éléments démocratiques importants. L'intégrité des marchés financiers, la protection des consommateurs, c'est évidemment quelque chose de très important. Mais ça n'est pas que sous cet angle-là de risque, c'est aussi sur la promotion d'un système diversifié permettant d'adresser les besoins des gens. Les gens, les particuliers pour leur épargne, pour obtenir des prêts, ou les entreprises pour obtenir des prêts ou des financements en fonds propres, et plus généralement la bonne allocation de l'épargne. Donc il y a bien les deux aspects pour nous, régulation, ce n'est pas qu'un aspect précaution, éviter les crises, évidemment il faut le faire, il faut avoir les outils pour réduire l'occurrence des crises et la capacité de gérer au mieux quand la crise survient. De l'autre, il faut aussi, plus au quotidien, avoir un système qui permet de satisfaire les besoins exprimés par la population et les entreprises. Et on a besoin d'un écosystème qui soit diversifié, vivant, au meilleur coût, pour le meilleur service. C'est aussi des éléments qu'on prend en compte dans la régulation. Donc la régulation, pour nous, ce n'est pas un dialogue qui se limiterait à une discussion avec des acteurs financiers, c'est évidemment beaucoup plus large que ça, pour prendre en compte tout cet environnement. Quand on dit les fintechs, pour nous, ça change notre métier, et je trouve ça absolument passionnant. Quand on dit régulation, ça crée des barrières à l'entrée, c'est évident. Vous avez des exigences à respecter, minimales, de fonds propres, on ne peut pas créer son entreprise comme ça, par rapport à d'autres secteurs, ça va être plus compliqué. Et donc ça crée des barrières à l'entrée, on en est conscient, c'est utile, dans une certaine limite. Mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui soit toujours oligopolistique, voire cartel. Et donc, le fait qu'il y ait des nouveaux acteurs qui arrivent sur des segments qui mettent de la concurrence, qui bousculent les acteurs établis pour qu'ils se posent eux-mêmes la question pour toujours à stabilité financière inchangée, à intégrité des marchés respectés et autres, mais offrir un meilleur service, ça, c'est un objectif que le régulateur poursuit. Donc les fintechs, quelque part, on les encourage et la régulation peut l'encourager. C'est ce qui s'est passé pour le crowdfunding. Vous m'aviez dit que c'était eux qui avaient demandé d'être régulés pour exactement. Être mieux acceptés. Ils ne pouvaient pas le faire, tout à fait, sans avoir un statut déjà existant
qui, quelque part, pour eux, représentaient une marge trop haute. C'est des statuts, alors en plus, c'est une orientation européenne, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui nécessitent une marche en termes d'apport de fonds propres initiaux. Vous voulez créer votre entreprise, en France, vous avez la création d'entreprise à 1 euro de fonds propres. Pas, à l'époque, pour faire l'octroi de prêt, il fallait minimum 730 000 euros de fonds propres. C'est beaucoup. Ce qu'on a dit, c'est, OK, il y a cette marche-là, on va créer de zéro à cette marche-là un statut qui nécessite moins de fonds propres, voire pas de fonds propres, mais en revanche, on ne veut pas non plus que ça puisse concurrencer des établissements qui auront une assise plus importante et une capacité à respecter des règles plus strictes. Donc, en échange, on plafonne. Et c'est de là d'où viennent les plafonds. C'est un peu, on vous donne la capacité de vous mettre le pied à l'étrier, d'avoir des gens qui arrivent sur le marché en n'ayant pas cette marche infranchissable au début. Mais si ça marche, on attend de ces acteurs-là qui grandissent et qui rentrent après dans les statuts usuels. On s'attend à ça. On n'y est pas encore. Enfin, il y a un acteur, mais on s'attend, en plusieurs années, de venir. Simplement, quand Nathalie dit qu'il y a 150 plateformes de crowdfunding, vous en avez beaucoup qui se lancent, il n'y en a pas autant qui réussiront. C'est évidemment un marché qui va se consolider. C'est déjà en consolidation, il y a déjà des faillites, des regroupements. Mais je laisserai Olivier le signaler, mais simplement pour terminer là-dessus, c'est mettre le pied à l'étrier, faire jouer le marché. Le meilleur service, c'est le marché, c'est les consommateurs qui vont déterminer ça, c'est certainement pas aux régulateurs de le dire. Et là, on l'a fait au niveau français parce qu'on pouvait le faire, mais la bonne échelle, et on va y arriver, je pense, c'est au niveau européen, avec des règles harmonisées qui permettent pour ces plateformes d'adresser un marché beaucoup plus grand. Et là, la Commission européenne a fait une proposition la semaine dernière en matière de crowdfunding, par exemple. Oui, ce n'est pas encore le cas. Sans être très technique, c'est encore chacun sa réglementation. On l'a fait il y a 3 ans en France, d'autres pays s'y sont mis un peu après. Je crois qu'on a été parmi les premiers, sinon le premier à le faire. Mais la Commission a pu observer et là, maintenant, je pense que c'est le bon timing, effectivement, pour avancer au niveau européen. Je ne sais pas si vous avez des questions, Guillaume, à ce stade. Si, une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'avec toute cette régulation, vous n'avez pas peur que des jeunes startups, des jeunes fintech puissent partir de la France pour s'installer à l'étranger où les régulations sont assez les mêmes, même à l'étranger Alors, je peux vous donner le point de vue de l'utilisateur de la réglementation. Il n'y a pas de dumping réglementaire, c'est-à-dire que, vous le soulignez à juste titre, l'Index, on est une plateforme de prêt. Quand on veut s'adresser à des particuliers français, il faut être régulé en France. Quand on veut s'adresser à des particuliers espagnols, il faut être régulé en Espagne. Donc, dans le modèle des plateformes de prêt, il y a quand même la nécessité d'être agréé localement. Et c'est vrai que c'est une difficulté en attendant cette réglementation pan-européenne qui pourrait arriver. Quand on a voulu ouvrir à Madrid, il faut savoir que ça nous a pris 1 an pour être agréé avec la CNMV, qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers espagnole. Pourquoi c'était aussi long? Parce qu'on a essuyé les plâtres d'être les premiers à demander un agrément, donc avec un process qui n'était pas encore rodé. Donc ça prend du temps, mais néanmoins, si on voulait opérer en Espagne, c'était le seul moyen. La deuxième chose, il y a néanmoins des sujets où on pourrait utiliser ce qu'on appelle le passeport européen et puis aller dans une juridiction plus favorable pour traiter en France. Alors, je dis pas ça parce qu'il y a le régulateur assis à ma gauche, mais quand on a commencé, nous on s'est posé la question, on traite 2 types d'investisseurs. Je veux pas faire trop technique, mais les particuliers et les institutionnels. Et sur les institutionnels, il y a plein de produits qu'on appelle passeportables. Donc on pourrait pu aller se mettre en Irlande et puis faire depuis l'Irlande, on aurait pu aller se mettre au Luxembourg et puis faire dans toute l'Europe. Et néanmoins, on a choisi la France. Et en l'occurrence, on a choisi d'être régulé par l'autorité des marchés financiers pour cette activité. Pourquoi on a choisi ça? Parce que finalement, il faut voir que les régulateurs ont énormément changé aussi. Je pense qu'il y a une chose à souligner, c'est que souvent on fait le reproche aux fintech d'être mal régulés, c'est-à-dire d'être pas assez régulés. C'est pas vrai. Ce qui a vraiment changé, je pense qu'il y a le même niveau d'exigence avec tout le monde. C'est pas parce que vous arrivez avec une casquette start-up qu'on va vous dire votre dossier, on va le regarder plus vite ou de manière plus lâche dans les critères. Par contre, ce qui a vraiment changé, c'est la vitesse de diligence pour l'instruction d'un dossier. Et ça a été majeur parce que ce qui coûte le plus cher à une start-up, c'est le temps qui passe. Quand vous êtes une start-up, que vous créez votre activité, que vous allez demander un agrément, comme c'était notre cas auprès de l'autorité des marchés financiers, si l'autorité met 1 an
pour vous donner l'agrément. C'est-à-dire que pendant 1 an, vous payez une équipe qui n'a pas le droit d'exercer son métier, donc qui ne fait pas de chiffre d'affaires. Et ça vous ruine, vous n'avez pas les moyens d'attendre. Vous pouvez faire attendre une banque qui existe et qui tourne, ça c'est moins un problème, elle va continuer ses autres activités. Nous, attendre à ne rien faire, c'est mortel. C'est mortel pour une start-up. Et là, il y a eu un énorme progrès qui a été fait. Pour vous donner une idée sur l'aspect AMF, entre le moment où on est allé voir l'AMF et le moment où on a eu notre agrément, il s'est passé un tout petit peu plus de 2 mois. Donc c'était un temps qui était tout à fait acceptable. C'est pas qu'ils ont bâclé l'instruction de dossier, au contraire, ils ont été très exigeants avec nous, mais simplement, ils ont mis les moyens pour nous donner une réponse rapidement. Et ça, c'est vraiment clé. Et je pense qu'aujourd'hui, la France a une vraie carte à jouer sur le sujet, en matière de compétitivité, sur le plan réglementaire, non pas en ayant des critères qui soient lâches, parce qu'encore une fois, si vous avez des critères lâches, vous n'arrivez pas à créer la confiance avec les utilisateurs, parce que si on sait que votre agrément, ça vaut rien, vous ne créez pas la confiance avec les utilisateurs. Donc, il faut à la fois, vous créez la confiance avec les utilisateurs, vous savez que quand vous utilisez un service, quel qu'il soit, il soit bien régulé, bien surveillé, c'est important. Et deuxièmement, nous, il faut que ça aille vite. Enfin, peut-être pour compléter, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que avec le mouvement des fintech, les autorités de contrôle, banques, assurances, marchés financiers, se sont adaptées en mettant en place des unités spécifiques, des pôles dédiés aux fintech et à l'innovation. Donc, c'est des pôles qui s'occupent en fait de recevoir les fintech au quotidien pour comprendre leurs enjeux réglementaires et les accompagner dans leur parcours réglementaire. Ça ne veut pas dire qu'on va être moins strict par rapport aux acteurs et à la réglementation qui s'applique, mais disons que en interne aussi, dans nos autorités, on essaye de véhiculer l'idée au quotidien que ces acteurs-là, en effet, ils sont innovants, ils ont une surface financière à consolider progressivement avec des levées de fonds qui vont être faites au fur et à mesure de la clientèle qui sera sollicitée, intégrée. Donc du coup, il faut faire comprendre en interne que le temps administratif, c'est de l'argent pour ces acteurs-là. On dit souvent que l'innovation et les fintechs, c'est très cash burning, ça brûle beaucoup d'argent au début. Donc il faut aussi en tenir compte dans les délais d'agrément qui ont été quand même sensiblement réduits, y compris pour des choses plus consistantes que des enregistrements d'intermédiaires. Mais c'est un travail aussi au quotidien, parce que forcément, on est des autorités de contrôle, donc on aime bien creuser, contrôler, tout savoir, et donc il faut peut-être... Est-ce que vous comprenez tout? Parce que est-ce que vous comprenez tout? Parce que on comprend rien, nous, on est des contrôleurs, c'est ça le problème on aussi, comprend parce rien. que non, mais il faut vous négociez avec une personne ou avec un algorithme. Enfin, j'imagine aussi. Non, pas du tout. Non, mais on négocie avec c'est l'image, mais la technologie fait que. Non, on n'a pas. En fait, si vous voulez, aujourd'hui sur ces activités-là, on a des points d'attention. Et on travaille avec les porteurs de projets, donc les créateurs. Souvent, ils sont accompagnés par des cabinets d'avocats, mais c'est pas obligatoire. Nos diligences sont gratuites. Il y a des autorités qui font payer. Et donc, on va avoir des points d'attention. Ça va être quel est votre capital, votre surface financière pour lancer votre activité, quelle est votre organisation globale, les contrôles que vous mettez en place. On appelle ça la gouvernance. Comment vous allez, par exemple, sélectionner les crédits, vous assurer que vous ne prenez pas des contreparties trop risquées, etc. On a aussi toutes les règles de lutte. On parle d'argent, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui vont s'appliquer. Donc, on a une grille d'analyse. Et on va passer cette grille d'analyse sur le cas qui nous est proposé. J'ajoute bien sûr qu'on regarde tout ce qui est plan d'affaires, le business plan et le modèle d'affaires. Est-ce qu'il va avoir une chance de réussir sur un marché assez mature? Voilà, on a une grille d'analyse, on fait cette analyse. En général, il y a une véritable discussion, voire une négociation avec les acteurs pour qu'ils renforcent certains points, qu'ils les modifient. Et à la fin, on donne l'agrément. Et alors, est-ce que les fintechs ont vraiment bouleversé le marché bancaire français ou est-ce que, à côté des énormes mammouths que constituent les banques classiques, qui elles-mêmes commencent à intervenir plus ou moins activement sur ces marchés des fintechs, qu'est-ce qu'elles ont bousculé, qu'est-ce qu'elles ont transformé? Tous les trois, là, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Ça dépend des marchés, j'ai envie de dire. Si on prend le crowdfunding, évidemment, les volumétries de prêts par ce biais sont infinitésimaux par rapport à la volumétrie globale des prêts. Mais par rapport aux acteurs, ça représente quand même une ressource assez importante. Ça, ce sont des usages. Pareil pour ce qui est, on parle des robots advisors, donc le conseil automatisé et autres. Vous avez encore assez peu d'actifs gérés par ce biais-là. Quand on parle de fintech, on parle aussi
tech dans la finance. Et là, on peut avoir des usages qui vont être portés par des startups, mais aussi dans des grands groupes, qui, eux, peuvent avoir des conséquences sur des volumétries bien plus importantes, puisque c'est aussi dans les grands groupes. On parle beaucoup de blockchain depuis quelques mois. Ça a apparu depuis déjà plusieurs années. Difficile de prédire l'impact que ça aura, mais il y a des évaluations de gains en efficience et en coût qui sont absolument faramineuses. L'intelligence artificielle, là aussi, ça peut être assez massif. C'est très prospectif, en revanche. Donc, sur ce qui existe, c'est à ce stade petit. Ça peut avoir vocation à grandir. Nous, on n'a aucune difficulté vis-à-vis de ça. Mais ça n'est pas une disruption d'acteurs établis qui serait due notamment à des conditions de concurrence qui ne seraient pas équitables. Et ça, c'est le point qui, pour nous, est important en tant que régulateur. On est tout à fait favorable à créer des régimes ad hoc pour permettre à des startups de se lancer. C'est ce qu'on a fait sur le crowdfunding, mais dans une certaine limite, parce que si vous devenez un acteur qui a une activité importante, comme les acteurs déjà établis, il n'y a aucune raison, aucune légitimité à avoir des règles différentes. Après, que ce soit côté régulation, que ce soit des services différents, parce que la technologie sous-jacente, elle est meilleure chez l'un que chez l'autre, aucun sujet. Mais en revanche, une fois que vous êtes un acteur établi, on souhaite que des startups deviennent à terme des acteurs établis, elles seront soumises, parce qu'elles seront plus grosses, aux mêmes règles que les acteurs déjà établis qui sont déjà gros. En fait, je pense que c'est important de voir que pour les entreprises qui vont être financées, par exemple, par l'Index, forcément, c'est quelque chose de très important de pouvoir trouver cette source de financement nouvelle, alternative par rapport aux banques. Pour le consommateur qui va placer son épargne, en fait, dans une plateforme pareille, c'est aussi une diversification par rapport aux solutions traditionnelles. Donc certes, on n'est pas sur des montants extrêmement conséquents au regard du marché français, du montant des prêts ou du montant total des paiements quand on parle des acteurs du paiement, mais néanmoins, pour l'individu en particulier, ça va correspondre à son besoin ou aux besoins d'une entreprise. Alors moi, les fintechs de manière plus globale, et c'est un peu ce qu'on a vu dans notre étude qui a été publiée hier sur la digitalisation des banques et des assurances en France, que je vous engage à lire sur le site de la CPR. On voit plutôt que les fintechs en France, elles travaillent vraiment de plus en plus avec les établissements bancaires et assurantiels, et elles ont constitué une sorte d'aiguillon à la digitalisation de ces établissements qui est lancé aujourd'hui, mais qui avait peut-être un petit temps de décalage. Donc ça a vraiment poussé les acteurs français à lancer leur stratégie digitale, et aujourd'hui, nous, on les appelle à approfondir cette stratégie digitale dans tous leurs métiers. Et on voit beaucoup de coopération, de rachat, de prise de participation entre les banques et les assurances et les fintechs. On est plus dans la coopération que dans une compétition, une disruption, voilà. Mais c'est lié au marché français qui est un marché assez mature quand même. Non, mais c'est sûr. Alors, je vais rebondir sur les choses qui ont été dites. Bien évidemment, on fait plus de bruit qu'on est réellement méchant. C'est évident. Aujourd'hui, ce qu'ont prêté les plateformes de prêt, pour prendre notre métier par rapport au marché bancaire, en Europe continentale, c'est 0,2% du marché. Donc, rien. Au UK, Royaume-Uni, c'est 2%. Alors, c'est pas grand-chose non plus. Mais néanmoins, 2%, ça veut dire qu'il y a des acteurs quand même au Royaume-Uni qui prêtent, alternatifs, les grands frères de l'Index, on va dire, qui prêtent 2 milliards d'euros par an. Donc là, on commence à parler de volumétrie en valeur absolue qui commence à devenir extrêmement significative. Et 2 milliards d'euros par an, vous rendez service à beaucoup, beaucoup de monde, que ce soit des entreprises ou des épargnants. Donc c'est ça notre objectif. Donc nous, on n'a pas du tout la prétention, et je pense que ce serait effectivement n'importe quoi, même si c'est une punchline facile, de dire on va faire mourir les banques, et vous allez voir, le 0,2%, il va passer à 98% du marché. On n'y croit pas une seconde. Mais par contre, que ce 0,2% devienne 5% dans un horizon de 5-10 ans, ça c'est tout à fait possible. Et 5-10% dans le marché, c'est 80 milliards d'euros chaque année à peu près qui sont prêtés de prêts nouveaux émis en direction des entreprises en France. C'est beaucoup d'argent. Voilà. Et les banques, effectivement, la relation avec les banques a beaucoup changé.
Je vais vous raconter une anecdote. Au début de l'Index, on allait voir des COMEX de banque. Et il y en a un qui m'a utilisé une image que j'emploie souvent, mais qui m'a frappé, qui m'a dit, écoutez, c'est très simple, vous allez vite mourir. Je lui demande pourquoi. Il me dit, bah, c'est simple, vous allez manger dans notre poubelle. Et vous allez voir, en mangeant ma viande avariée, vous allez tomber malade. Sous-entendu, il voulait dire par là, je vais financer des PME qu'il a raison de refuser de financer. Alors je lui explique, non, vous n'avez pas compris ce qu'on veut faire, c'est pas ça du tout. On veut juste financer les mêmes entreprises que vous, donc on veut manger à votre table en fait. Mais reconnaissez que vous ne servez pas tous vos clients. Et là, souvent, les banques, au début, et on entend encore parfois ce discours de dire non, c'est faux, nous, on sert 99,9% des dossiers. Et ça, c'est une stat de boîte à bac. Vous avez tous fait, il y a pas mal d'étudiants ici, il y a sûrement quelques boîtes à bac. Les boîtes à bac, en fait, quand vous avez présenté l'examen, s'ils le sentent pas trop, ils vous demandent de pas le présenter. Ben, c'est un peu pareil. Et aujourd'hui, on est retourné voir ces mêmes banques 3 ans après. On a dit voici la liste de vos clients qu'on a servis. C'est étonnant parce qu'ils ont des encours chez vous de crédit, vous traitez leurs opérations au quotidien, et pourtant, on leur a prêté de l'argent. Donc c'est bien qu'il y a un moment, ils devaient être dans les 0,1%. Je sais pas comment ça s'est passé, mais il y a un truc. Et les banques ont commencé à comprendre qu'en fait, on était complémentaires et qu'on finançait les mêmes entreprises qu'eux, mais pour des besoins différents. C'est-à-dire que les banques ne savent pas aujourd'hui faire des prêts rapidement. Avoir une décision de crédit en 48 heures dans une banque, c'est impossible. Signer son contrat de prêt sur son smartphone dans une banque, ce n'est pas possible. Financer des biens immatériels sans caution, sans garantie, c'est pas possible. Donc elles ont compris qu'il y avait un intérêt. Et aujourd'hui, on a une banque française, je peux pas la citer là, mais qui représente 16% de notre origination. C'est-à-dire que 16% des frais qu'on a fait sur l'Index au cours du dernier semestre vient d'une banque qui nous adresse des dossiers qui, pour des raisons diverses et variées, ne savent pas servir. Un exemple, un grand concessionnaire automobile s'appelle Paro, qui a emprunté sur le site, qui fait, pour être précis, 298 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc un gros concessionnaire automobile bordelais, avait besoin de 3 50 000 euros, pour être précis, pour acheter son siège social au mois de décembre dernier. Il se retourne vers sa banque, et sa banque lui dit, écoutez, on n'a plus de comité de crédit avant janvier, je suis désolé, on ne sait pas faire. Et par contre, j'ai une solution pour vous, appelez l'Index. 5 jours après, l'entreprise avait son prêt. La banque était content, il n'est pas allé à la concurrence, donc nous on ne fait pas de gestion de flux, on ne fait pas de gestion de compte courant d'entreprise, donc elle a gardé son client. Le client, il a pu faire son opération immobilière qu'il voulait absolument clôturer avant la fin de l'année, et on sait très bien ce qu'il va faire, le client, c'est prévu comme ça dans le contrat, il va faire un prêt un peu plus tard auprès de sa banque, qui prête moins cher que nous, il faut reconnaître, hein, les banques prêtent moins cher que nous, et il va rembourser par anticipation son prêt Index. Donc on se retrouve dans un écosystème très vertueux, on a rendu service. On pense qu'on a une vraie vertu économique. Hein, c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'Index. On a une vraie vertu économique au niveau des entreprises. Oui, c'est ce qui m'avait frappé quand vous avez eu pour préparer la réunion. Vous accordez des prêts à des taux supérieurs aux grandes banques parce que... Alors nos taux, ils vont de 2,5% à 9%. Ça dépend de deux choses, la qualité de l'entreprise et la durée du prêt. Et des taux supérieurs parce que vous ne demandez pas de garantie. Il y a une raison bien particulière. Et exactement. On demande pas de garantie, pas de caution, pas de nantissement. C'est ce qui est un point différenciant. Et il y a des entreprises qui ne peuvent pas les donner ou les nantissements ne valent rien. On a un autre exemple qui est un équipementier automobile s'appelle Saint-Jean Industrie. Cette entreprise, quand elle finance sa machine-outil en France, il n'y a aucun problème pour trouver des organismes de leasing ou bancaires qui les financent. Ils prennent le nantissement sur la machine. Mais quand il faut acheter cette même machine et la mettre aux États-Unis ou en Suède parce qu'ils ont gagné un gros contrat pour Tesla, ça devient plus compliqué parce que la banque sait très bien que pendant un nantissement sur une machine aux États-Unis, c'est quasiment inexerçable. Elle ne va pas aller chercher en cas d'impayé la machine aux États-Unis pour la rapatrier en France. Donc finalement, ils ne prêtent pas l'argent. Et c'est là où on est efficace. Et effectivement, ça a un coût. C'est que le taux est plus élevé. Un élément important d'apport effectivement du crowdfunding qu'on a observé, c'est l'élargissement de la gamme des taux, sachant qu'on observe en France par rapport à d'autres pays une gamme de taux par les acteurs bancaires usuels plus étroite. Et pour autant, vous avez des entreprises qui sont tout à fait prêtes à payer pour avoir un financement et qui préféreront largement ça à juste pas avoir de financement parce que la banque leur dirait, écoutez, si vous le faisiez, ce sera un taux trop cher et moi, je veux pas le faire. Donc, c'est très bien. Et on voit qu'il y a ce type de demande, notamment dans le développement des financements de l'immatériel. Vous n'avez pas de sûreté, ou les cas que vient de citer Olivier. C'est important de pouvoir servir des clients qui sont prêts à payer des taux d'intérêt qui ne sont pas usuriers. Hein. Ce sont des taux d'intérêt simplement qui représentent le coût du risque, un risque un peu plus élevé parce qu'il n'est pas diminué par des garanties et autres. Et ça nous paraît plutôt sain, côté Trésor, point de vue des régulateurs, d'avoir une capacité de servir au bon prix, c'est-à-dire que tous les acteurs s'y retrouvent, le maximum d'entreprises et de particuliers possibles.
Et est-ce qu'il y a un danger de liaison dangereuse entre les fintech et les banques traditionnelles? Moi, je parlais un peu de l'ubérisation du marché de la banque. Bon, c'est un terme que vous n'aimez pas trop. C'est-à-dire des modèles de nouveaux acteurs qui arriveraient pour titiller les banques traditionnelles en faisant baisser leurs marges, mais qui eux-mêmes n'auraient pas de modèle bénéficiaire et qui attendraient simplement de se faire racheter. Enfin, est-ce qu'on peut pas rentrer dans une espèce de spirale où chacun veut être présent sur ce domaine des fintech, donc est prêt à les racheter à n'importe quel prix? Enfin, il y a que des liaisons vertueuses, un apport positif. Il n'y a pas ce risque d'ubérisation excessive? Je pense qu'on a quand même eu un mouvement baissier qu'on a pu avoir sur certains services bancaires de base dans le domaine des paiements ou par exemple dans le domaine des virements transfrontaliers suite à l'arrivée de certaines fintech comme TransferWise qui ont baissé les prix sur ces sujets-là. Donc les banques en effet sont obligées quelque part de présenter des offres qui soient compétitives et le risque qu'elles ont c'est qu'aujourd'hui elles travaillent un petit peu en package, c'est-à-dire qu'elles ont un package sur le client et ce qu'elles gagnent d'un côté, elles font moins cher de l'autre, etc. Donc il y a un risque, il y a une situation où les clients ils veulent un peu avoir une vue dépackagée et une vision beaucoup plus claire du prix de chaque produit, puisque nos fintech elles travaillent sur des niches et donc sur tel et tel et tel produit elles sont capables elles proposent un prix d'ailleurs plus bas. Donc il peut y avoir une influence à la baisse sur les services bancaires de base. Ça se discute. Et l'autre point qui est assez prégnant, qui vient pas des fintech, mais plutôt des grands acteurs du numérique, des GAFA, c'est qu'ils infèrent l'idée dans l'esprit du consommateur qu'on est dans un modèle gratuit, si vous voulez. Quand on utilise ces plateformes, en fait, on paye pas, donc on se dit chouette, je paye pas, mais en fait, on paye, on donne ses données. Mais donc ce modèle gratuit, le consommateur va vouloir le répliquer après sur d'autres services comme les services financiers. Et ça peut baisser, ça peut contribuer à éroder en fait les marges des acteurs financiers traditionnels. Et ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous du point de vue Placé du point de vue consommateur, ça peut être qu'une bonne. Oui, bien sûr. Sauf que est-ce que le consommateur finit pas par payer quand même d'une autre manière parce que la banque qui voit baisser, par exemple, ses coms dans la banque de détail, va lui facturer autre chose, comme vous dites. Est-ce que le consommateur est-il forcément gagnant? Je pense qu'il est gagnant, mais surtout, il va falloir qu'il grandisse aussi le consommateur et qu'il accepte de payer le juste prix pour chaque service. C'est-à-dire que, effectivement, pourquoi quelqu'un qui me tient mon compte bancaire me le tiendrait de manière gratuite? Pourquoi je peux avoir un compte, aujourd'hui, ça coûte rien un compte. Alors qu'il y a quand même un service qui est fourni, il y a de l'informatique qui est utilisée, il y a quelqu'un qui me répond au téléphone si j'appelle, peut-être pas dans les délais où je voudrais, mais il me répond en tout cas. Il m'assure une sécurité sur mon épargne, etc. Et c'est gratuit. Et à l'inverse, pourquoi je paierais 12,90 € quand je fais le moins de virements? Ça m'est arrivé encore la semaine dernière, j'ai fait un virement pour un de mes enfants au Royaume-Uni. Pour un virement de 100 €, j'ai payé 12,90 € de com fixe. Alors là, effectivement, ça fait un peu mal. Et puis un taux de change qui était... Et effectivement, il y a Revolut de l'autre côté où je paye avec ma carte et je suis au taux interbancaire. Donc, on vit exactement la même chose dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, franchement, et nous on en pâtit, les banques ne prêtent pas au bon taux. Moi, j'en suis persuadé. Les banques prêtent à des taux beaucoup trop faibles. Est-ce que c'est normal qu'une TPE, une entreprise de moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, dans un grand réseau bancaire, emprunte en moyenne à 1,2%? Certaines ont des prêts à 0,5, 0,8%. Est-ce que c'est le vrai prix du risque? Je suis pas du tout sûr. Et aujourd'hui, ce qui permet, ça veut dire que le prêt est un produit d'appel dans beaucoup de réseaux bancaires. Pour derrière, vous facturez. Et c'est pour ça normalement, la vente liée est interdite en France. Je parle sous votre contrôle. Mais pourtant, chaque fois que vous faites un emprunt, on vous demande d'ouvrir le compte courant dans la banque. Pourquoi? Parce qu'on veut derrière vous facturer des commissions de mouvement quand vous êtes une entreprise. Autant quand vous êtes un particulier, vous faites des virements, on vous facture rien. Quand vous êtes une entreprise, on facture des commissions de mouvement. C'est un pourcentage sur tous les flux qui rentrent et qui sortent dans votre compte. Et aujourd'hui, comme nous on en pâtit quelque part parce que nous on fait du prêt, donc on est sur la partie sponsorisée. Mais comme il y en a d'autres qui attaquent les banques sur la partie commission de mouvement, il va falloir peut-être qu'ils price à leur plus juste titre, plus juste prix, le taux. Donc je pense que globalement, ça va plutôt amener à plus de transparence et de justesse dans chacun des tarifs, mais il y a des choses qui étaient gratuites qui vont devenir payantes aussi, ou plus chères. Donc c'est ça, à mon avis, c'est ça que ça va transformer. Et les fintechs,
au-delà de leur impact, puisque vous posiez la question de leur impact réel, je pense qu'aucune des grandes banques françaises n'est menacée par la création de la fintech. En revanche, elles sont toutes obligées de remettre en question leurs grilles tarifaires et leurs usages. À partir du moment où vous avez pu prêter sur l'index en 3 clics à une PME, vous n'allez pas supporter devoir souscrire un contrat d'assurance vie en remplissant cette documentation à l'agence en samedi matin. Donc vous allez vouloir avoir la même expérience utilisateur. Quand vous aurez fait votre paiement, citiez Lydia tout à l'heure en tant qu'étudiant là, qui vient d'implanter à Dauphine visiblement, quand vous avez remboursé votre collègue en 2 clics du sandwich qu'il a payé pour vous, vous attendez également à ce que votre banque vous offre les mêmes services avec la même facilité. Et donc c'est ça que en fait, c'est plus les conséquences indirectes que les conséquences directes qui sont importantes dans le système dans son ensemble. Et sur les risques, là, vraiment, une question de béotienne, est-ce qu'il n'y a pas un problème accru de cybersécurité avec le développement de toutes les fintechs en général? C'est pas si simple que ça de donner la réponse à ce sujet-là, parce que les banques ont ce qu'on appelle un certain héritage en matière informatique, une legacy, c'est-à-dire que souvent elles ont accumulé des couches informatiques successives, et donc globalement, même si elles ont des pare-feux contre les attaques, elles ont des moyens, elles ont un système informatique qui est formé de ces couches successives dans le temps et qui peut présenter certaines fragilités. Les fintech, elles vont avoir un système souvent informatique qu'elles ont bâti en partant de rien, avec les dernières solutions technologiques. Par contre, elles ont recours souvent à des solutions de cloud computing public. C'est-à-dire qu'elles vont aller stocker leurs données dans des solutions de cloud. Donc, il peut y avoir, de ce point de vue-là, même si le système dans la fintech est au dernier état de l'art de l'innovation de la sécurité, une ouverture en fait vers des solutions comme du cloud ou des interconnexions avec d'autres acteurs qui font qu'on peut avoir un risque de cyber plus important, des risques de contagion, etc. Après, il y a une disruption importante qui se passe aujourd'hui dans le domaine des paiements. C'est que les banques doivent laisser les acteurs fintech ou d'autres banques accéder aux données de paiement qu'elles ont dans leur compte. Et donc aujourd'hui, la manière dont ces données de paiement sont récupérées par les nouveaux acteurs n'est pas complètement sécurisée. Donc on est en train de travailler avec la Banque de France, les acteurs, pour mettre en place des interfaces sécurisées qu'on appelle des API entre les banques qui doivent ouvrir cette donnée de paiement qui appartient au client, donc qui peut donner à d'autres acteurs financiers la possibilité d'accéder à la donnée pour, par exemple, lui faire des solutions de gestion de finances personnelles, etc., plus sympas. Et donc, on a un travail de sécurisation. Donc, globalement, en fait, dans ce mouvement de digitalisation, avec ces nouveaux acteurs, on va avoir plus d'ouverture des systèmes d'information, plus d'interconnexion, et donc, forcément, peut-être plus de fragilité, puisqu'il y a ces interconnexions, ces ouvertures. Et donc, c'est un point de vigilance que l'on a, nous, à l'autorité de contrôle des banques et des assurances. Sébastien Asper, peut-être. Oui, non, c'est ça. C'est pas nécessairement lié au fintech. C'est plutôt, encore une fois, l'émergence de la technologie dans la finance qui fait que le risque de cyberattaque est pris de plus en plus en sérieux par les régulateurs, les superviseurs, mais par les dirigeants eux-mêmes, qui pour certains le disent publiquement, qu'ils le mettent en haut de la liste des risques qu'ils identifient. On a eu quelques exemples, peu, voire pas, dans le secteur financier, parce qu'il y a une tradition dans ce secteur-là, et je crois que c'est valable pour les acteurs établis comme pour les nouveaux acteurs, d'être très vigilants sur la sécurité de leurs infrastructures. La réglementation y aide, ou les y encourage, on va dire, également. Donc, quand il y a une demande d'agrément ou autre, les superviseurs peuvent regarder la qualité de l'IT. Nathalie a parlé du cloud. Il y a des superviseurs européens qui, effectivement, donnent des lignes directrices pour est-ce que vous pouvez utiliser le cloud ou pas dans telle ou telle circonstance. Donc, il y a une maturité plus importante, naturelle, dans ce secteur que dans d'autres. Pour autant, si un risque de cyberattaque se matérialise sur des acteurs très importants, vu la taille leurs fichiers clients et autres, c'est évidemment quelque chose qui serait
extrêmement problématique qui aurait des répercussions, ne serait-ce que pour l'établissement lui-même en termes de réputation, ça s'est vu dans d'autres domaines, mais aussi par rapport à la nature même de l'activité financière qui est quand même de gérer votre argent. Et ça, vous y êtes sensible, plus qu'à vos données personnelles. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Là, évidemment, qu'il y a une vigilance accrue de la part de tous les acteurs sur ce sujet-là. Et le risque cyber est monté clairement dans la liste des préoccupations de tous les acteurs dans le domaine financier. Ouais, moi, clairement, c'est une chose qui m'empêche de dormir, la fraude potentiellement. Nous, c'est plusieurs tentatives de fraude par semaine. Dans notre courte histoire de l'Index, on a quand même déjà fait mettre 3 personnes en prison, ce qui est quand même pas tout à fait habituel. Et la fraude, je vous rejoins tout à fait sur votre point, c'est pas tant la fintech qui est le problème de la fraude ou la cyberfraude, c'est que globalement, on a un système réglementaire qui vient d'une économie papier et qui doit s'adapter à l'économie digitale. Parce que le digital facilite énormément la fraude. Je vais vous prendre juste un exemple. On a tous très confiance quand on voit un cabis ou un papier en tête d'une société où c'est marqué « société avec 1 million d'euros de capital social ». On se dit « tiens, voilà une société qui m'a l'air solide, elle a 1 million d'euros de capital social ». Il n'y a rien de plus simple que créer une fausse société avec 1 million d'euros de capital social. Je vous explique comment vous faites. Vous allez dans une banque, vous créez une société avec 1 euro de capital social, puisque c'est faisable. Vous allez avoir ce qu'on appelle un certificat de dépôt des fonds qui certifie que votre société a 1 euro de capital social. Vous mettez le document sur Photoshop, vous changez, vous rajoutez les zéros qui vont bien derrière, vous mettez 1 million d'euros de capital social, c'est invisible. Vous allez au greffe, vous déposez vos statuts avec ce faux document indétectable et vous ressortez avec un cabis réel avec 1 million d'euros de capital social. Ça, c'était très compliqué à faire à l'époque où on n'avait pas des Photoshop aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Ce qui est quand même très simple à faire, il faudrait que le greffe puisse s'interconnecter sur la banque pour avoir un direct l'interrogation du compte bancaire, dire combien y a-t-il sur le compte de la personne qui dépose les comptes? Est-ce qu'il y a 1 euro ou est-ce qu'il y a 1 million? Et là, aujourd'hui, c'est pas fait. Et donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et il faut savoir qu'il y a une volonté de pouvoir immatriculer très vite les sociétés. Il faut être business friendly. Donc il faut pouvoir immatriculer une société en 24 heures. Le problème, c'est que les greffes, une fois qu'ils les ont détectés, c'est 1 an à 1 an et demi pour fermer ces sociétés. Le problème, pendant ces 1 an et demi, les gens, ils font des dégâts monstrueux. Et nous, ceux qui nous ont fraudés, ce sont des gens comme ça, qui sont partis avec des pièces a priori toutes vraies, sauf qu'elles étaient toutes fausses. Et c'est ça. Donc le système, en fait, il n'y a pas de... Il y a encore une fois, donc c'est tout qu'il faut repenser dans le système. Et il n'y a pas un système de lutte absolue contre la fraude. C'est une multiplication des croisements d'infos qui vont rendre la vie plus difficile pour les fraudeurs. Avoir un email qui vous authentifie de manière certaine. Il y a une chose qui s'appelle France Connect, qui est un outil qui est assez fantastique, mais malheureusement, il est fermé à tous les usages commerciaux. Mais voilà, on militerait pour que cet outil soit ouvert à tous, ce qui veut dire qu'on est sûr. Par exemple, nous, on a une chose qui est vachement bien faite en Italie. Quand une entreprise nous donne une liasse fiscale, pareil, une liasse fiscale, l'expert comptable peut être de bonne foi, donner sa liasse fiscale à l'entreprise modifie la liasse fiscale, et nous, on en a une fausse entre les mains. Ce qu'on peut faire en Italie, il y a un petit numéro au sommet de la liasse fiscale. On va sur le site du gouvernement italien, on rentre ce numéro, et il nous donne tous les chiffres qui sont dans la liasse fiscale. On peut vérifier si celle qu'on a entre les mains est bien celle qui a été déposée, parce qu'on a pu truquer la chose. Voilà. Donc c'est des petits... excusez-moi le jargonisme, mais qu'on appelle des quick wins, donc des petits gains rapides que l'on peut faire pour améliorer la lutte contre la fraude. Et ça, c'est vraiment, nous, un enjeu complètement majeur. Je termine par une dernière stat qui va peut-être vous effrayer. Il y a 5000 experts comptables en Ile-de-France, enregistrés auprès de l'Ordre des experts comptables. Savez-vous combien il y en a d'illégaux en Ile-de-France? 4800. 4800, vous êtes forte. 6000. C'est-à-dire qu'il y a plus d'experts comptables illégaux que de légaux. Alors, illégal ne veut pas dire fraudeur. Mais illégal veut dire non assuré. Ça veut dire que nous, on peut, par exemple, prêter de l'argent à une entreprise qui a un expert comptable illégal. Donc l'entreprise de bonne foi, qui a un jour un problème avec l'URSSAF parce qu'elle a mal déclaré ses charges, se retrouve avec une amende. Elle se dit, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon expert comptable, donc je vais me retourner contre lui, il va faire jouer son assurance. Puis là, il découvre que l'expert comptable est illégal, donc il n'a pas d'assurance. Pas enregistré auprès de l'ordre. Et là, l'entreprise, elle fait quoi? Elle dépose le bilan. Et ça, donc voilà encore un exemple. Pour vous donner une idée, l'Ordre des experts comptables en Ile-de-France a engagé une personne qui est un ancien de la brigade financière à plein temps juste pour traquer les experts comptables illégaux.
Voilà. Les fintechs, ça change rien. Non, mais c'est pour ça que le problème n'est pas les fintechs. Simplement, le problème, c'est la digitalisation, la technologie n'a jamais rendu la fraude aussi facile. Mais à l'inverse, la technologie nous fournit aussi des outils incroyables pour lutter contre la fraude. Il faut juste qu'on les mette en place. C'est une course sans fin, quoi. Enfin, je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais aujourd'hui, quand nous on vire de l'argent vers quelqu'un, il y a un outil pour vérifier que le RIB appartient bien, que le numéro du RIB correspond bien à la personne. Ça, paradoxalement, les banques y ont accès à ce fichier-là, entre elles, mais elles ne veulent pas donner accès aux autres. Nous, en tant que fintech, on ne peut pas. Moi, vous me donnez votre RIB, je ne peux pas vérifier, madame, vous me donnez votre nom, votre prénom et votre numéro de RIB, je ne peux pas vérifier si ça correspond bien ou si vous me mentez. Si je suis une banque, je peux le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire en tant que fintech? Alors que je suis régulé, j'ai les mêmes autorités de tutelle. Donc là, c'est mon votre voisine. Vous inquiétez pas, il y a des notes qui circulent. C'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais, mais tout ça pour dire, on est à la fois en train d'ouvrir les vannes, mais en même temps, il faut mettre dès qu'on ouvre et qu'on rentre là, je vous ennuie sûrement parce que c'est du très concret. C'est du très basique, c'est le quotidien. Mais c'est la réalité et c'est là où on a besoin d'aller très vite si on veut pas qu'il y ait une perte de confiance dans le système. Voilà. Et si on veut tous avoir confiance sur là où on dépose notre argent, là où on l'investit, etc., il faut qu'il y ait ça qui soit mis en place. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Je ne sais pas si vous avez des micros ou... Ah oui. Oui, merci pour cette dernière intervention qui me plaît beaucoup. Je trouve que de façon générale... Et qui n'est pas terminée. Et voilà. Mais non, c'est vrai que l'économie du coût de contrôle, c'est quelque chose qui est souvent négligé dans les échanges. Et je pense que le fait de mettre ça en lumière, c'est extrêmement important. Donc, j'espère que ça va s'améliorer derrière, et que surtout qu'il y a un apprentissage finalement. C'est-à-dire, je ne suis pas certain qu'on soit dans un système qui apprend. C'est ça qui m'inquiète. Je vais vous dire que nous, quand on s'est fait frauder 500 000 €, on a appris. On a appris et on a mis en place, on a appris énormément de choses. On a mis beaucoup d'outils. Alors, la règle de la lutte contre la fraude, c'est de ne pas dire ce qu'on fait, parce que par définition, je ne sais pas qui est dans la salle, et peut-être qu'il y a des oreilles mal intentionnées. Donc je ne fais pas expliquer ce qu'on fait pour traquer la fraude, mais il y a des moyens qui sont mis en place. Et il va y avoir prochainement la création d'un observatoire de la comptabilité illégale qui va être mis en place également, et on va en faire partie en tant que membre du conseil d'administration, parce qu'on veut être impliqué et on veut faire changer les choses, et qui va impliquer plein de parties prenantes, les experts comptables bien évidemment, mais d'autres entités. Il y avait d'autres mains levées, mais derrière, oui. Je voulais savoir tout simplement, vous avez dit qu'on pouvait cotiser, on pouvait vous donner de l'argent pour ces entreprises qui le demandent. Comment est-ce que je peux donner, par exemple, je ne sais pas, 1000 € et ensuite, quel est mon intérêt à vous donner de l'argent? Alors, déjà, vous me donnez pas de l'argent à moi directement, c'est pas en don, c'est un placement, juste pour travailler sur la sémantique. Non, mais le sujet, c'est que si vous avez envie de prêter sur une plateforme de prêt, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir un compte. Donc, comme toute ouverture de compte, il va y avoir ce qu'on appelle, pour reprendre ce qu'expliquait Nathalie tout à l'heure, on appelle un KYC, un Know Your Customer. Donc, on va vérifier déjà que l'argent que vous nous donnez, c'est de l'argent qui est honnêtement gagné, que c'est pas là, on ne prend pas de l'argent du terrorisme, etc. Et ensuite, vous allez avoir une liste de PME, tout simplement, qui empruntent. Et vous allez choisir celle qui vous intéresse, soit parce que vous trouvez que ce que fait l'entreprise vous convainc, soit parce que vous trouvez que c'est une durée aussi qui vous convient. Vous n'avez peut-être pas envie de faire des prêts à 7 ans, mais des prêts plus courts, etc. Et si vous êtes intéressé, vous allez tout simplement cliquer, alimenter votre compte, et puis en quelques clics, vous retrouvez prêteur d'une entreprise, et donc tous les mois va vous rembourser du capital et des intérêts. Tous les mois, à condition d'une chose, à condition qu'elle ne dépose pas le bilan, bien évidemment. C'est pour ça que si vous venez sur une plateforme de prêt, la première chose à faire, c'est de ne pas prêter à une ou deux entreprises, mais c'est de prêter à beaucoup d'entreprises de manière à diversifier votre risque. C'est évidemment la base. Est-ce qu'il y a une autre question, d'autres questions? Allez-y. J'avais une question. Donc, la question était FinTech, liaison dangereuse ou vertueuse, mais quid des GAFA? Alors, c'était la dernière partie de... pardon. On allait y venir. Et ils vont nous répondre. Je ne sais pas s'il y a une autre question en attendant, et puis sinon, on y vient. Parce que... Je peux déjà dire sur liaison vertueuse, liaison dangereuse, c'est notre métier d'essayer d'éviter qu'il y ait des liaisons dangereuses. Donc, si on le fait bien, normalement, il y a que des liaisons vertueuses. Mais enfin,
voilà, c'est dynamique, ça fait partie de notre métier, régulateur, superviseur, de voir que si ça évolue dans un sens qui ne serait pas favorable, soit aux enjeux de stabilité financière, intégrité des marchés, protection des consommateurs, soit pas favorable non plus sur une dynamique du marché, on a les capacités de l'arrêter. C'est pas ce qu'on observe là, parce qu'on considère qu'on l'a fait plutôt bien les choses, mais c'est quelque chose qui se surveille sur la durée et aussi en fonction du développement des acteurs et du développement des usages. En fait, sur les GAFA, je voulais conclure, enfin terminer cette session sur, imaginons la finance dans 5 à 10 ans, justement. Quid des GAFA? Est-ce qu'on peut aussi imaginer une énorme fintech chinoise? Est-ce que l'Europe a les moyens de résister à ça? Est-ce que la France toute seule, ou est-ce qu'il faut que ce soit européen? Comment est-ce que vous imaginez la finance dans 5 ou 10 ans, mettons 10 ans? Quelle est votre vision des choses? Est-ce que les GAFA sont forcément une menace? Comment Chacun, allez-y. Bon, alors, je pense que tout le monde s'excite pas mal sur le sujet des GAFA. On n'en sait rien, en fait, finalement, par rapport à l'incursion qu'ils veulent faire et la profondeur de l'incursion qu'ils veulent faire dans le domaine financier. On sait que ça les intéresse aujourd'hui comme solution complémentaire aux produits qu'ils offrent. Mais on ne sait pas s'ils vont aller vraiment vers des choses très consistantes, comme des activités de crédit généralistes, etc. Donc on voit des GAFA qui interviennent, par exemple, dans le domaine du paiement. Ils sont surtout énormément de moyens, c'est dans ce sens-là. Mais on n'est pas dans leur tête. Donc voilà, ils ont énormément de moyens, énormément de données. Voilà, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'ils ont énormément de données, donc ils peuvent faire des produits très ciblés, solliciter les gens, etc. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont assez présents aujourd'hui, de plus en plus dans le domaine du paiement. Je parle des GAFA. Après, pour les Chinois, eux, ils font beaucoup plus de choses. Mais voilà. Donc après, aujourd'hui, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on aura comme panorama financier dans le monde de demain. Enfin, nous, avec nos amis superviseurs du comité de Bâle, on a travaillé sur plusieurs scénarios. En fait, il y a le premier scénario, c'est la better bank, la meilleure banque. C'est-à-dire que les banques actuelles, elles arrivent à incorporer les innovations et elles restent et elles se transforment de manière positive. C'est peut-être ce qu'on verra sur le marché français. À l'extrémité, on peut avoir un scénario plus différent où on a la nouvelle banque. C'est-à-dire qu'un nouvel acteur, GAFA ou telco comme Orange Bank, arrive, surgit et arrive à prendre une part significative du marché. On ne sait pas si ça va se faire, mais c'est un scénario qui est possible. On va observer Orange Bank et voir comment ça se passe. Puis après, il y a des scénarios un petit peu intermédiaires qui sont la banque ouverte, open bank. C'est-à-dire qu'on a nos banques qui vont devoir plus s'ouvrir. Elles vont faire des plateformes, des API, comme je disais, elles vont proposer des produits qui seront plus forcément les leurs. C'est un modèle qu'on voit d'open bank avec BBVA, par exemple, la banque espagnole, où la banque vraiment s'ouvre et va proposer des produits différents, ou voir les produits éventuellement de son concurrent comme une espèce de plateforme numérique façon GAFA. Puis après, on a la banque qui peut être reléguée, réintermédiée, parce que entre la banque et le client, il va y avoir des nouveaux acteurs, des plateformes, des intermédiaires qui vont capter la relation client, mais ils vont être purement des intermédiaires financiers pour proposer du conseil aux clients, mais ils vont pas porter les risques parce que c'est gênant, c'est dangereux, c'est trop lourd. Donc les banques, elles vont être un peu des back-office où elles vont porter des risques et gérer en fait des comptes, mais la relation client et l'argent qui va avec, les commissions seront captées par des nouveaux acteurs. Puis après, on a un système ultime où il n'y a plus de banque, c'est le système complètement désintermédié, où là, c'est le rêve des gens des cryptoactifs, des levées de fonds en cryptoactifs, tout ce qui est Bitcoin. On est dans un système complètement décentralisé où il n'y a plus de parties prenantes responsables, de banques, etc. On est dans un système où on est complètement en pair à pair, c'est-à-dire les gens sont face à d'autres gens pour se prêter, pour inventer des monnaies, etc. Ça paraît un petit peu illusoire. Donc voilà à peu près les 5 scénarios qu'on a pour l'avenir sur le marché des banques et des assurances. On ne sait pas dire aujourd'hui quel sera le scénario le plus à privilégier. La seule chose que vous pouvez faire, c'est protéger le consommateur français, c'est-à-dire si c'est un GAFA, il peut opérer en France uniquement s'il respecte les règlements. C'est la seule chose qu'on puisse faire. En fait. Oui, parce que par exemple, Facebook a un agrément d'établissement de paiement délivré par les autorités irlandaises. Il a mis d'ailleurs un peu de temps à l'obtenir pour faire des virements en pair à pair dans le réseau social et des dons aussi.
cet agrément, il est passeporté en France, un passeport entrant. Et donc, on doit l'accepter parce qu'on est dans l'Union européenne et c'est une autre autorité européenne, en suivant une directive européenne, qui a donné cet agrément. Et il y a des règles qui s'appliquent à cette activité parce que c'est une activité financière. On ne va pas bloquer l'accès au marché. Olivier Goy, Amazon vient vous voir et vous propose de racheter l'Endix 5 fois ce qu'il vaut. Qu'est-ce que vous faites? Ça dépend quel est le prix de base. 5 fois quoi? 5 fois ce que vous Combien valez, vaut-on? moi je ne sais pas. Non mais est-ce que c'est tentant, j'imagine. Alors d'abord, effectivement, Nathalie a fait un très bon portrait des possibilités. Et ce portrait des possibilités, il va beaucoup varier d'un pays à l'autre. Il faut voir qu'en France, on a quelques banques fortes qui ont les moyens d'investir, pour être peut-être avec l'ambition, à mon avis, d'être la Better Bank, qui est un des scénarios. À l'inverse, il y a des pays comme l'Allemagne, il y a plus de 1000 banques. Deutsche Bank, qui est la banque sûrement que vous connaissez le mieux en Allemagne, elle a moins de 5% de part de marché. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de banques qui n'ont pas les moyens d'investir. Et là, ça va poser un énorme problème parce que devenir une Better Bank, ça demande quand même des investissements. Parce qu'il faut non seulement gérer tout le poids du passé, le poids de l'héritage, mais en plus, il faut investir dans le futur. Donc ça, il va y avoir une vraie transformation du paysage bancaire, GAFA ou pas GAFA d'ailleurs. Après, sur les GAFA, ils aiment bien aller quand même là où ils ont un angle particulier. Amazon, c'est un bon exemple d'ailleurs. Amazon, ils sont très efficaces dans le prêt aux entreprises, mais sur une typologie d'entreprise bien particulière. Et les entreprises bien particulières qui financent, ce sont les e-marchands. Vous connaissez Amazon Marketplace, je pense, que vous savez, quand vous achetez sur Amazon, vous pouvez acheter à la fois à Amazon en tant que tel, mais également à plein de commerçants, de e-commerçants qui viennent se brancher sur la place de marché d'Amazon pour vendre leur téléphone, leurs livres, etc. Là, Amazon est très fort pour faire du crédit sur ces gens-là parce que, comme disait Nathalie, ils ont plein de données. C'est-à-dire que quand un e-commerçant, imaginez un e-commerçant qui vend des jouets sur la marketplace d'Amazon, il va voir sa banque traditionnelle pour faire un prêt. Déjà, la banque traditionnelle, il va dire, vous êtes quoi? E-commerçant sur l'Amazon Marketplace, déjà, ils vont pas bien comprendre l'activité, ça va les affrayer, puis ils vont avoir de la peine à lire le bilan. À l'inverse, Amazon, quand cette entreprise-là vient lui demander un prêt, mais c'est une mine d'or pour elle. C'est une mine d'or parce qu'elle connaît d'abord l'intégralité du chiffre d'affaires, mais pour de vrai. Elle connaît tous les commentaires des clients. C'est-à-dire, est-ce que les clients sont contents, pas contents du service de ce e-commerçant? Et encore mieux que ça, elle est à la source de robinet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle va faire un prêt au e-commerçant. Mais en plus, quand le e-commerçant va devoir rembourser Amazon, ils vont appréhender directement l'argent qui transite chez le e-commerçant pour se payer avant qu'éventuellement il touche l'argent, il ne paye pas Amazon. Donc là, Amazon le fait déjà, ça. Et le fait avec une efficacité qui est redoutable. Redoutable. Il marche très très bien sur ce sujet-là. À l'inverse, je vois moins. Donc là, c'est pourquoi ils y vont? Parce qu'ils ont un angle. Ils ont un angle qui leur donne un avantage compétitif. Je vois mal, à l'inverse, Amazon commencer à aller faire du crédit à une boulangerie traditionnelle sur laquelle ils n'ont aucune donnée par rapport à une banque, parce que là, c'est pas leur. Là, ils aiment pas aller là où ils sont à armes égales avec les autres. Donc voilà, je pense que dans notre métier du prêt, particulièrement, les GAFA peuvent être une menace sur des verticales bien précises, mais pas être une menace globale. Donc ils vont pas venir vous voir? Ça, j'en sais rien. Écoutez, vous avez... Oui. Oui, sur GAFA, je pense qu'il y a deux forces contradictoires. Vous avez la première qu'a signalé Nathalie, c'est qu'ils ont plein de données. Vous avez des banques françaises qui se mettent à Apple Pay, donc vos données de paiement, ce que vous avez acheté chez Picard ou chez le boulanger, de toute façon, maintenant, sont chez Apple. Donc, s'ils ont envie de développer des services, ils sauront les faire, bien les cibler. Donc, oui, ils ont la capacité. L'inverse, on est quand même dans le secteur financier, peut-être le secteur le plus régulé. Donc, il faut qu'ils aillent voir des régulateurs. Ils sont très agréables, mais quand même, ça reste des régulateurs. Et ce n'est pas l'activité qui est la plus profitable. Ces gens-là, ils cherchent quand même le profit, ils vont aller attaquer les marchés là où ils se disent qu'ils vont faire de l'argent. Quand même, à la base, ce qu'ils cherchent. Donc, vous avez un secteur financier qui n'est pas aujourd'hui le secteur le plus profitable qui soit, plus une régulation qu'il va falloir quand même avoir et qui est par ailleurs évolutive. L'un dans l'autre, le sentiment que ça donne, c'est que la régulation est protectrice des acteurs établis, j'ai dit, mais aussi des nouveaux acteurs qui ne sont pas des GAFA, c'est-à-dire qui n'ont pas une capacité disruptive immédiate importante et majeure. Bien malin, si Google et Facebook souhaitent, faut voir. Aux États-Unis, il y a eu récemment une annonce liant JP Morgan, Berkshire Hathaway, donc c'est Warren Buffett, qui sont deux acteurs établis, mais Amazon, GAFA,
en matière d'assurance dans leur groupe. Enfin, vu combien ils ont d'employés, ça commence déjà à devenir un gros acteur assurantiel. Pourquoi? Parce que le secteur de l'assurance aux États-Unis, tel que je le comprends, il n'est pas totalement, comment on dit ça, le mieux développé, le plus concurrentiel, et celui qui offre le meilleur service pour un prix raisonnable. Donc, ils ont un angle, ils vont y aller. Nul ne peut dire ce qu'Amazon va se lancer dans l'assurance santé et déferlera pour proposer notamment aux fonctionnaires de Bercy une meilleure couverture complémentaire. Peut-être, on verra. Donc, c'est dur à dire dans 5-10 ans. Ce que je peux aussi dire, quand même, c'est que là aussi, c'est pas du statique, c'est pas la déferlante Google, Facebook, et les régulateurs ne diraient rien. Parce que, à la fin, on a quand même un enjeu qui dépasse celui d'autres services, de stabilité financière, qui fait que vous, contribuables, vous demandez des comptes aux politiques et aux fonctionnaires quand ça va mal, et donc nous, ça nous légitime pour dire on a besoin de pouvoir contrôler et sanctionner. Donc le côté Apple de Cupertino peut faire ce qu'il veut en France, en matière financière, ça moi j'y crois pas. Ça ne sera pas accepté, ni dans un autre pays d'ailleurs. Donc ils vont venir en France, ils seront supervisés en France s'ils veulent faire, et on pourra les taper sans que Cupertino aux États-Unis puisse nous dire vous n'avez pas le droit. Donc on n'est pas non plus en secteur financier dans la chose décentralisée où on n'aurait plus de lien avec quiconque et où on se ferait imposer des choses. Je prends un exemple beaucoup plus terre à terre et très immédiat, c'est les discussions qu'on a avec le Royaume-Uni s'agissant du Brexit. Le message est assez simple, c'est vous sortez de l'Union européenne, donc on reprend le contrôle de la maîtrise de nos risques financiers, et c'est comme ça. Et ils ne peuvent pas le contester, parce que eux, de leur côté, c'est ce qu'ils disent aussi. On est sur un secteur où on a besoin de gens qu'on peut sanctionner, si je le résume ainsi, et donc vous n'aurez pas d'algorithme qui décidera sans qu'on ait quand même quelqu'un qu'on puisse sanctionner, et on ne laissera pas faire en sorte que ce soit des robots ou je ne sais quoi qui décident sans qu'on ait une capacité à récupérer à la fin une personne humaine. Voilà. Il y aura toujours un responsable parce qu'on aura toujours besoin de sanctionner, parce qu'on aura toujours besoin d'un fautif s'il y a quelque chose qui va mal. Et ça, c'est très vrai, hein, la régulation protège. Nous, si on a décidé de lancer l'Index il y a 3 ans, il y avait bien évidemment des équivalents beaucoup plus gros, beaucoup plus matures de l'Index, notamment aux États-Unis. La question naturelle qu'on s'est posée, c'est quel est le risque de les voir débarquer du jour au lendemain en Europe et finalement de se faire écraser. Est-ce qu'on était en train de créer le LinkedIn français ou le Facebook français ? C'est-à-dire, il y en a qui ont essayé, hein, ça n'a rien donné. Ou est-ce qu'on avait une chance d'exister ? Et aujourd'hui, on voit qu'à date, aucun acteur n'est venu faire du prêt en Europe depuis San Francisco ou New York, parce que c'est un métier qui est local. Nous-mêmes, quand on va déjà en Italie ou en Espagne, qui sont pas si loin, on ne le fait pas depuis Paris. On y va en implantant des équipes locales à Milan, à Madrid, etc. Donc ça protège énormément, je pense, d'une grande déferlante. Et puis surtout, encore une fois, il faut réfléchir à la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Une entreprise qui emprunte sur une plateforme, ce qu'elle veut, c'est une bonne expérience utilisateur et des bonnes conditions d'emprunt. Et ça, c'est la même chose dans l'univers bancaire traditionnel. Vous avez une entreprise qui emprunte auprès du Crédit Agricole Limousin comme d'HSBC, que HSBC soit une banque mondiale et le Crédit Agricole Limousin une banque locale, ça en moque un peu. Après tout, le but, c'est d'avoir un prêt à la fin. Et sur une plateforme, c'est un peu pareil. Vous avez une grande plateforme américaine qui viendrait prêter à une entreprise française. À la fin, si c'est pour faire le même taux que nous et donner la réponse dans les mêmes délais que nous, qu'est-ce que ça change pour l'entreprise ? C'est très différent. Pourquoi on va tous sur LinkedIn, par exemple ? On va tous sur LinkedIn parce qu'on a un réseau qui est international et là, on est sûr d'y trouver tout le monde. Pourquoi le LinkedIn français n'a pas marché ? Parce qu'on y retrouvait que les Français. Voilà. Mais c'est pas, on n'est pas dans la même économie, on n'est pas dans la même logique. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Une question, monsieur. Deux, pardon. Oui, vous avez parlé beaucoup de l'imitation des fraudes, puisque le sujet c'était vertueux, dangerosité. Mais il y a l'autre partie qui est la possibilité d'innover du côté du secteur public. Par exemple, moi je pense à un vieux sujet que j'avais traité il y a 20 ans, sur le surendettement des ménages, où il y a des gens qui peuvent demander volontairement de s'interdire de casinos. On pourrait imaginer que des gens, à titre provisoire, 6 mois, 1 an, 2 ans, disent « moi je veux être protégé du risque de surendettement », c'est-à-dire que j'ai une carte de paiement
qui centralise tous mes comptes quelque part, de façon que je puisse pas me mettre à découvert, mais que surtout je puisse pas être en situation de me surendetter malgré moi ou sous la pression de tiers. Et voilà. Et plus généralement, je me demande si, ce sera pour un autre sujet une autre fois, mais sur ce sujet-là, les crédits à la consommation pour les ménages, est-ce que l'impact social, moi je me souviens des dossiers avec les suicides à la Banque de France quand j'avais été en 92, est-ce que l'impact social justifie, ou plutôt, est-ce que l'impact macroéconomique du crédit à la consommation justifie l'impact social? C'était plus une remarque ou c'était pas vraiment une question, c'était... Si, au départ, si, sur la possibilité de s'autosaisir et d'innover côté secteur public. Mais si, évidemment, c'est un exemple que vous donnez, mais on réfléchit, je crois, les superviseurs également. Je prends l'exemple que je connais, c'est l'autorité des marchés financiers. Vous avez dans l'intelligence artificielle des algorithmes qui se développent, notamment en trading sur des actions. Ça peut développer des abus de marché qui sont difficiles à détecter parce qu'il faut rentrer dans les algorithmes et pouvoir le justifier par rapport à une époque où c'était le bon vieux délit d'initié avec une trace écrite, une trace téléphonique, et puis on pouvait remonter la trace. L'AMF a développé des outils justement pour pouvoir les détecter. C'était aussi le cas qui était dit, c'était sur les risques de fraude sont augmentés par la digitalisation, mais en même temps les capacités de les détecter vont aussi être améliorées par la digitalisation. C'est un peu le gendarme et le voleur. Est-ce que c'est une fuite en avant avec un écart entre le voleur et le gendarme derrière qui va augmentant, ou est-ce qu'on y arrive? J'ai envie de dire, il y a des aspects où on peut même anticiper, Olivier, sur par exemple l'identification. Je prends cet exemple sur le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé par un pseudonyme dont on ne sait toujours pas qui c'est, ce qui est assez fascinant dans ce monde moderne, et qui, dans pas mal d'aspects, est lié, pas que dans l'imaginaire, c'est aussi parfois une réalité, à du blanchiment d'argent. Alors, en même temps, pourquoi? Parce que c'est vendu sur des plateformes qui ne demandent pas l'identité des gens. Donc là, le G20 vient de dire, les plateformes qui échangent ce type de crypto-choses, on ne va plus dire crypto-actifs, voilà, de Bitcoin, donc, doivent respecter les règles anti-blanchiment. Ça, forcément, c'est au niveau international. Ça ne sert à rien qu'un pays le fasse et pas d'autres, parce que dans ce cas-là, la plateforme, si elle a envie d'avoir. Mais la technologie sous-jacente au Bitcoin, qui s'appelle la blockchain. La blockchain, ça force. Pourquoi est-ce qu'il y a plein d'acteurs très respectables qui commencent à regarder dans tout secteur? C'est parce qu'elle vous promet l'infalsifiabilité et la traçabilité. Traçabilité et l'infalsifiabilité, les deux réunis, normalement, ça vous règle votre problème anti-blanchiment. Parce que si vous avez tracé directement tous les flux, vous savez à la base d'où ça vient. Donc, si ça vient de mafiarusse.inc, ça ne marche pas, mais en même temps, ça ne viendra pas jusque-là parce que vous aurez vu dans la chaîne de blocs que ça vient de là. Donc, je prends cet exemple parce que c'est vraiment deux revers d'une médaille, un peu à Janus. Mais si c'est le développement de la blockchain à haute fréquence, en ayant une capacité sur tous les milliards de transactions qu'on a maintenant aujourd'hui financières qui se réalisent quotidiennement, ça peut être aussi l'instrument, on va dire, d'éviter et de ne plus avoir en aucun cas un sujet anti-blanchiment et de ne plus avoir à demander à tous les intermédiaires de vérifier sur toutes les transactions qu'ils font que la personne finale, il faut en plus trouver, est là-dessus. Donc, mieux sur le fond, beaucoup moins coûteux, on peut imaginer ça. On peut imaginer ce grand registre. Après, on aura le sujet démocratique qui est, est-ce qu'on a envie d'avoir un grand registre qui note toutes les transactions de tous les gens à travers le monde? À l'objet d'une autre conférence. Peut-être madame, et puis après on va... Merci. J'aimerais savoir quelle articulation vous faites entre les fintechs et le plan d'investissement d'avenir qui va être reconduit.
Et est-ce que vous voyez des axes d'amélioration à ce plan? Excuse-moi, je n'ai pas compris, c'est le plan d'investissement de... Un plan d'investissement d'avenir. Je ne sais pas s'il y a des sommes qui sont prévues pour... Si, dans les technologies, si. Dans les technologies, tout n'est pas arbitré, puis on a aussi le Fonds pour l'innovation et l'industrie, où il pourra y avoir des éléments. Ce qui est dit, par exemple, c'est en matière d'intelligence artificielle. C'est pas tellement pour des entreprises, on finance pas des entreprises pour des entreprises, on finance, ça sert à financer des projets portés par les entreprises, évidemment, mais qui apportent quelque chose en matière technologique. Donc, intelligence artificielle, ce sera clairement un élément important. Blockchain, à voir, parce qu'on pense que le développement ce qu'on appelle les ICO, là, on en parle un peu dans les médias en ce moment, peut apporter des financements. Le PIA, c'est un financement public, donc il faut que ça apporte quelque chose que le secteur privé ne va pas apporter spontanément ou suffisamment. Il faut que ce soit subsidiaire, parce que pas qu'on dépense votre argent de manière inutile, et en tout cas sur des choses qui servent. Donc innovation de rupture, ça nous paraît être effectivement là où il faut pouvoir investir. Quand je dis innovation de rupture, quand on dit innovation de rupture au sein du gouvernement, c'est de dire pas forcément de l'innovation incrémentale ou comportementale d'usage. Je pense que les plateformes, par exemple de crowdfunding, n'ont pas besoin d'argent public pour pouvoir se lancer. En revanche, quand on a besoin d'avoir des investissements très lourds, la limite de la recherche académique, par exemple, en intelligence artificielle, l'intervention publique, c'est ce qui se voit aux États-Unis, c'est ce qui se voit en Chine et dans ces pays-là, est tout à fait justifié. Après, c'est une question de moyens, parce que, encore une fois, ça peut coûter quand même beaucoup d'argent au début, et donc il y aura des choix nécessaires à faire qui vont être faits par le gouvernement dans les prochaines semaines. Écoute, encore une dernière. Ça va être rapide, hein, désolée. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Ma question, c'était par rapport au FinTech. Donc, le côté finance, c'est régulé avec BAL, etc. Et après, le côté technologie, on voit que commence à traiter une volumétrie de données assez impressionnante. Donc, il y a le RGPD qui va arriver. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir tant de régulation, ça ne va pas bloquer les FinTech par rapport aux ressources, par exemple, le RGPD, ça va demander beaucoup de temps et de ressources. Et est-ce que ça ne pourrait pas arrêter certaines FinTech? En tant qu'utilisateur, je ne pense pas qu'on va mettre la clé sous la porte à cause du RGPD, mais de toute façon, quand on part dans une aventure FinTech, on sait, on l'a souligné plusieurs fois pendant le débat, on sait qu'il y a la dimension réglementaire. Donc si on est rebuté par le réglementaire, il ne faut pas y aller en fait. Mais il faut voir à quoi sert ce réglementaire. Alors, je reviens à la base de son usage. Son usage, c'est quand même pour créer de la confiance. Parce que c'est plus que des données sur Facebook que vous donnez quand vous allez sur une plateforme de prêt comme Lendix, quand vous allez chez un robo-advisor, quand vous allez mettre votre argent sur Lydia ou sur votre carte Revolut. C'est votre patrimoine. Donc, si on veut avoir quelque chose qui fonctionne en confiance, on est obligé d'avoir cette régulation. Obligé. Il n'y a rien qui marche sinon. On a parlé tout à l'heure de la Chine, notamment. Pour vous donner un ordre d'idée, les plateformes de prêt aux États-Unis, c'est 30 milliards d'euros prêtés en 2016. C'est le plus gros marché dans le monde. Après la Chine, qui est à 300 milliards. 300 milliards, ça vous donne l'ordre de grandeur. En Chine, pour vous donner une idée, la réglementation est très légère. Il n'y a même pas besoin d'avoir ce qu'on appelle d'avoir un prestataire de service de paiement. Madame posait la question tout à l'heure. Quand vous allez mettre votre carte bleue sur l'Endix, tout à l'heure, je suis sûr que vous allez le tester. En fait, l'argent, il ne va pas venir sur un compte Lendix. C'est-à-dire que cet argent, je ne pourrai jamais l'appréhender pour payer mon salaire ou le loyer. Cet argent, il va chez un agent de prestataire de services de paiement, qui est séparé, régulé aussi, en l'occurrence par la CPR, qui, elle, va recevoir les flux. En Chine, ils ont décidé que non, l'argent, il allait directement sur le compte de la plateforme. Et ça a donné lieu à quoi? Ça a donné lieu à des schémas de Ponzi qui ont atteint déjà 12 milliards. 12 milliards. Donc c'est absolument gigantesque. Donc si malgré tout, ils prêtent 300 milliards, donc ça n'a pas dû décourager grand monde. mais je pense que si on veut avoir un développement harmonieux dans cet univers de l'innovation financière, c'est indispensable d'avoir une réglementation. Une réglementation qui est réactive, on l'a souligné, mais une réglementation réelle. Et je pense qu'il ne faut pas craindre après les réglementations nouvelles qui se créent. Et puis vous inquiétez pas, s'il y a des réglementations qui ne nous semblent pas appropriées, on n'est pas les derniers à le faire savoir et à en discuter. Eh bien, merci à tous nos intervenants, c'était passionnant et merci d'être restés. Bonsoir.